Hier, la LFP a décalé le match entre Lens et le PSG, qui devait se disputer initialement le 11 avril et se jouera finalement entre la 33e et la 34e journée. On vous en parle aujourd'hui avec Elias dans London Sport et on évoquera aussi Wemby qui est en tête des pronostics MVP. Bah, salut Zéphyr, salut à toi. Ouais, on va parler de ce report qui a eu lieu hier. Hier, on a préféré évoquer la victoire de l'équipe de France face au Brésil, ainsi que celle d'Arthur Fils en quart de finale d'Indian Wells. Mais on se doit de revenir, de vous faire cette vidéo dans la zone sport. Je sais qu'on va vous spammer un peu de vidéos, mais on débriefe l'actualité ici tous les jours et c'est l'actualité chaude en ce moment de notre championnat, même si on est en trêve internationale. Voilà, ce match reporté entre Lens et le PSG qui pouvait être un match assurément décisif pour le titre, on le rappelle, entre les deux matchs de Champions du PSG, PSG Liverpool, puis après Lens PSG, puis après PSG Liverpool PSG. Donc voilà, il y avait quand même un enjeu pour Lens d'aborder ce match entre ces deux très grosses échéances pardon, pour le PSG. Donc forcément, elle fait parler et Zéphyr, je te laisse commencer en tant que supporter en soi. Quelle est un peu ta vision sur ce report qui fait énormément débat? Moi, ma vision, c'est que d'un côté, ok, c'est bien, le PSG aura plus de chances de gagner contre Liverpool, probablement avec plus de repos, etc. Et bah, c'est bien pour le foot français, l'indice UEFA, tout ça. C'est les raisons qui ont été notamment évoquées pour justifier cela. Parce que notamment le Portugal et le Pays-Bas, deux pays qui peuvent nous rattraper sur le coefficient UEFA, étaient très très proches de la France. Enfin, sont quand même loin, hein, il y a 10 points UEFA, mais euh, peuvent bénéficier de ce droit-là. Donc bah, la FP a décidé de trancher dans ce sens-là, mais en tant que supporter lensois, et du côté du bord de Lensois, il y a énormément de frustration. On l'a vu avec Joseph Bourlian, il y a eu aussi un communiqué du club dès lundi, et le club lensois quand même qui décide de rester digne en ne pas faisant appel pour avoir 10 000 procédures et encore procédures. Donc le club qui est très très déçu car ben, il y a quand même d'un côté un règlement qui dit que la Ligue peut trancher, pour décider de ces reports-là. Mais il y a aussi un règlement qui dit qu'on n'est pas censé faire jouer des matchs entre la 33e et la 34e journée. Et le Bordeaux-Lensois est quand même très très déçu car ce match pourrait impacter énormément la fin de saison lensoise avec deux séries de 7 matchs, de 3 matchs pardon, en 7 jours. C'est quelque chose qui n'était pas défini pour les Lensois, alors que c'était défini à la base pour le PSG, car le PSG est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il y avait juste une question de me poser, parce que d'un côté c'est quand même bien pour le foot français et le PSG. La question que je me posais, c'est pourquoi le PSG ne fait pas une demande en janvier, ou pourquoi c'est pas défini dès le début. Si le PSG joue le quart de finale, eh ben, ce match-là sera décalé, parce que les dates des quarts de finale, on les connaît depuis août. Donc pourquoi ne pas le dire au début de saison, au lieu de nous promettre un affrontement qui serait hyper bénéfique pour Lens, parce que jouer Paris dans ces conditions-là, entre les deux matchs contre Liverpool, aurait été une bénédiction pour Lens, aurait été peut-être l'espoir. C'était ce à quoi les supporters lensois se rapprochaient pour obtenir un titre et gagner en gagnant le PSG et ensuite espérer rêver de ce titre en Ligue 1. Mais pourquoi ne pas le définir plus tôt? Pour que les clubs puissent s'ajuster avant, notamment Lens qui n'a rien demandé dans cette histoire et qui est la victime. Elias. Oui, oui, bah totalement, totalement. La Lens, en fait, Lens se fait entre guillemets, se fait douiller hein, par rapport au calendrier, parce que certes, voilà, le PSG aurait pu demander en amont, mais quand on regarde les autres clubs qui jouent aussi leurs échéances européennes, on pense bah, à l'adversaire direct, Liverpool. Liverpool n'a pas demandé à Fulham. Je regarde le calendrier, j'ai sous les yeux de reporter Non. son match. Donc, Il oui. y a un règlement en Angleterre qui stipule qu'on n'a pas le droit de. On reporte pas les matchs. Donc la question, elle n'est pas là. C'est qu'en France, on a le droit. Dans les quatre autres grands championnats, on n'a pas le droit. Donc Oui, voilà, c'est ça. on a, Oui, oui, on a pardon. un droit en France. Moi, j'estime qu'on est légitime d'en profiter. Comme Strasbourg le fait aussi contre Brest. On a un droit de pouvoir demander à décaler des matchs. On le fait. C'est quand même bien pour les équipes qui jouent la Coupe d'Europe. Là-dessus, Ouais, non, mais on a un droit, mais est-ce que on peut l'utiliser à tort et à travers tout le temps? Est-ce qu'il y aurait peut-être pas une limite à imposer à ce droit? Certes, c'est un droit, mais si on en abuse, ça devient un peu compliqué parce que
derrière, là, le PSG, du coup, on imagine sûrement qu'ils vont reporter, s'ils passent en demi-finale, leur match entre leurs demi-finales. Enfin, on sait pas pour le moment. Mais de toute façon, tu parlais du coefficient UEFA. Coefficient UEFA, je trouve que la France a, oui, tu l'as dit, 10 points d'avance aujourd'hui sur le Portugal au coefficient. Ils sont à 81, le Portugal est à 71, même s'ils ont plus de clubs engagés. Euh, Moi, je ne vois pas forcément. Voilà, la raison, elle est un peu. Je la trouve pas forcément très bonne et très justifiable pour ce report. Donc moi c'est une situation qui m'embête voilà de qu'on parle de ça alors que pour moi voilà on est beaucoup trop dans l'administratif. J'aimerais beaucoup plus de football et avec ces soucis là de report de décisions qui font débat. Je trouve que c'est dommage pour la Ligue 1 d'en arriver là. Donc je sais pas, moi c'est un peu mon avis. J'ai pour vous l'avouer, j'ai pas non plus un suivi très assidu de l'affaire. Donc Zéphyr, t'es beaucoup mieux placé pour en parler. Moi je donne juste mon avis personnel et un peu ma vision des choses. Donc moi pour moi je trouve que c'est dommage d'en faire tout un plat pour une affaire qui voilà qui arrange encore le plus gros club plus gros club en France. Certes c'est celui qui porte le football français un peu sur ses épaules ces dernières années. euh, et on espère que ça changera d'ici là. Mais là, c'était enfin l'occasion d'avoir également une course au titre haletante, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, et ça aurait sûrement fait du bien à la Ligue 1. Je sais pas ce que t'en penses. Après, ça n'empêchera pas peut-être d'avoir une course au titre haletante et ce que rêve peut-être Vincent Labrune, pardon, c'est d'une finale qui jouerait du coup entre la 33e et la 34e journée, ce match en retard qui serait la finale de cette Ligue 1. Juste Elias, pour revenir sur ce que tu as dit, le PSG ne pourra pas bénéficier d'un nouveau droit. Il n'y a plus de date de toute façon disponible pour reporter une nouvelle fois. Donc voilà, le PSG aurait pu faire usage entre les demi-finales et ne pas profiter contre Lens, mais a décidé de le faire là. Et voilà. Mais après, le PSG est totalement légitime. Moi, j'en veux pas au PSG. Le PSG a le droit de demander, il le fait, il a totalement raison. Le souci, c'est plutôt la LFP quand même qui fait un vote injuste en défavorisant totalement Lens et en bouleversant l'équilibre sportif pour la fin de saison de Lensois alors qu'ils n'ont rien demandé dans cette affaire. Et déséquilibre Lens par rapport au PSG parce qu'ils ont un effectif qui est bien moins étoffé, pardon. Et on le rappelle donc, on aura Lens qui va reprendre niveau calendrier, hein, du coup ça a changé des choses. Lens va reprendre en jouant contre Lille après la trêve, donc un très très gros match à Lille. Ensuite il y aura 15 jours de pause, puis un enchaînement de 3 matchs avec Lens-Toulouse en championnat, Lens-Toulouse en Coupe de France, puis Brest-Lens, donc ça fait quand même 3 matchs en 7 jours, c'est énorme. Ensuite on aura Nice et Nantes, puis entre Nantes et Lyon, on aura encore 3 matchs en 7 jours avec le match contre le PSG, cette hypothétique finale dont on rêve pour avoir une magnifique Ligue 1 cette saison. Mais c'est bien triste quand même d'en arriver là parce que ça aurait été, ben, je sais pas, on a un championnat qui est défini en début de saison, on modifie un petit peu les règles, on dirait, pour arranger certains, alors qu'on aurait pu définir au préalable que si le PSG... En fait, c'est juste une question d'organisation. Si on avait défini au préalable que le match aurait été modifié, si le PSG avait joué ce quart de finale là contre ce quart de finale là, et ben Lens aurait été prévenu et aurait peut-être changé des choses dans son board, dans sa façon d'aborder les choses. Mais là, c'était une occasion inespérée pour les Lensois au début de saison, qui au final devient un rêve bafoué, puis-je dire. Donc voilà, Ouais, total. je pense, assez traité de ce match. On a parlé que de ça depuis lundi sur la Ligue 1, sur les médias, sur l'équipe. On en a énormément parlé dans tous les médias français, sur tous les réseaux. Maintenant, on a vu une nouvelle information passer. C'est Victor Wembanyama qui est le favori pour devenir le MVP de cette saison 2026, Elias. Ouais, c'est l'info là qui est tombée il y a quoi, même pas une heure. Voilà, la NBA, on sait qu'elle sort son classement hebdomadaire du MVP. C'est un peu un classement voilà provisoire en tout cas. Et ils l'ont sorti. On rappelle que la semaine dernière c'était Shai Gilgeous-Alexander
qui était premier. Victor Wembanyama était troisième derrière Shea et Luka Doncic. Et là, il passe premier, un peu entre guillemets. Moi, je suis assez surpris qu'il passe premier parce que voilà, d'autres joueurs font un très très bon mois de mars. Hein. Vraiment, là, on est sur la fin de saison, donc c'est là où tout se joue. Il y a eu également ce coup de com où il a plaidé sa cause pour le MVP. Peut-être que ça l'a remonté dans ce MVP ladder jusqu'à être numéro un, où il disait que il s'estimait comme le meilleur joueur offensif et défensif de la NBA. Donc peut-être que ça a sûrement joué. Après, je trouve que voilà, c'est un peu dur pour Luka Doncic parce qu'on le rappelle que le Slovène sur les 11 derniers matchs, il tourne à 40 points de moyenne et son équipe ne perd quasiment pas les Lakers, ce qu'on pouvait lui reprocher en début de saison. Pareil pour Shea où ils sont premiers devant les Spurs justement, équipe de Victor Wembanyama avec lesquels son équipe Shea il la porte sur ses épaules et il a en moyenne 31 points par match, donc c'est totalement édifiant. Et puis Nikola Jokic, troisième désormais, qui a 28 points de moyenne, 13 rebonds et 11 passes. On rappelle, c'est un pivot. Zephyr, je sais pas si tu suis trop la NBA, mais voilà, un pivot qui fait 11 passes décisives dans une saison, c'est du jamais vu. Et il est en triple-double, donc ça veut dire quelque chose quand même. Donc pour moi, je pense que c'est très dur cette saison. Tous les 4 joueurs que j'ai cités peuvent être MVP, et ça c'est mon avis pour le coup. Ils ont des stats de MVP, ils ont aussi un classement de leur équipe qui est un classement de MVP. Et pour moi, en fait, il y a 4 MVP. Là, ça va être un casse-tête pour les votants. On va y avoir 3 déçus, un heureux. Et honnêtement, je suis pas sûr que Victor Wembanyama sera MVP à la fin de la saison. En tout cas, il le mérite comme Shea, comme Jokic et comme Doncic. Bon, Zephyr, tu voulais ajouter peut-être quelque chose? il y a quand même deux arguments, Elias, qui me font pencher en faveur de Wemby. C'est que tous ses concurrents sont plus des joueurs qui ont de l'impact offensivement. Wemby, là où c'est qu'il est plus complet que les autres. Il a autant d'impact offensivement que défensivement. Il fait peur à tous ses adversaires, plus que ses concurrents en MVP lorsqu'il défend. Tu fais un petit peu la moue, tu nous expliqueras après. Mais il est peut-être plus complet que ses adversaires si on prend offensivement et défensivement. Et un autre point, c'est que la meilleure équipe de cette saison, pour le moment, c'est OKC. Et qui a gagné OKC le plus de fois cette saison, c'est les Spurs. Et c'est là aussi pour moi que ça devrait faire une différence. C'est que l'équipe qui gagne contre OKC, OKC qui est l'équipe portée par Shai, l'équipe qui gagne contre OKC, c'est qui? C'est les Spurs. Donc, et les Spurs sont portés par Wemby. Donc, est-ce que par ce lien-là, si en fait ça devrait jouer aussi à la meilleure équipe. De toute façon, celui qui gagnera la NBA cette saison, l'équipe qui gagnera la NBA, c'est celle qui aura été la mieux portée par son joueur, parce que tu l'as dit, il y a 4 joueurs qui portent de manière extraordinaire leur équipe. Ce sera probablement une de ces 4 équipes qui sera championne. Et si c'est une de ces 4 et que, disons, c'est Wemby, Wemby aura été celui qui aura le plus d'impact parce qu'il n'aura pas mis à son équipe d'être championne. Donc le débat devrait presque s'arrêter là parce que tu l'as dit, c'est serré. Donc le débat devrait maintenant se résumer à ça, Elias. Ouais, alors attention, le MVP c'est sur la saison régulière, pas forcément Pardon. sur l'après, sur les playoffs. Voilà, je me permets d'apporter cette petite précision, mais non, t'en fais pas. Mais mais Wemby, en fait, c'est peut-être offensivement qui pêche par rapport aux autres et historiquement, je sais que tu vas pas être d'accord et on ne peut ne pas être d'accord et c'est totalement compréhensible. L'aspect défensif est quand même beaucoup moins valorisé que l'aspect offensif. Et quand un joueur affole les compteurs au niveau offensif, c'est vrai que il est plus facilement mis en avant par rapport à un joueur peut-être un peu moins impactant offensivement, mais beaucoup plus défensivement. Et c'est pour ça qu'il y a un trophée de défenseur de l'année. Aussi, c'est pour récompenser le meilleur défenseur de l'année. Après, Wemby, quand on regarde ses stats, c'est totalement dingue. On rappelle, c'est sa troisième saison en NBA. L'année dernière, il revient d'une grosse blessure, d'un gros problème au bras. Il avait une thrombose veineuse. Il avait dû s'arrêter. Et là, il revient extrêmement bien. Il est très très impactant. L'impression visuelle aussi, ça peut jouer.
mais les quatre l'ont. Et honnêtement, je pense la course est tellement serrée. On n'a jamais vu ça en NBA. En tout cas, moi, depuis que je suis la NBA, ça va faire 10 ans maintenant. Je n'ai jamais vu une course aussi serrée pour le titre de MVP et tout peut changer en un instant. On sait que là, c'est les derniers instants de la saison. Il reste plus que 3 semaines de saison régulière. Et voilà, si les joueurs continuent tous comme ça et qu'ils ne se blessent pas, espérons pour eux. Honnêtement, là, bonne chance pour les 100 votants qui vont décerner ce titre-là. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout le monde peut l'être, tout le monde a ses arguments et tout le monde a des bons arguments qui se valent, qui se contredisent. Voilà, honnêtement là, ça va être juste être une balance. Peut-être aussi, il va y avoir de la subjectivité. On sait, le sport, c'est de l'émotion. Qui te procure le plus de plaisir en regardant jouer. Et honnêtement, ces quatre joueurs, je trouve aussi que même en termes d'émotion, c'est quasiment équivalent tellement ils sont aberramment forts. Oui, mais Elias, c'est aussi une question, c'est que est-ce que les autres joueurs, bon après je suis pas assez la NBA peut-être pour parler, mais quand je vois Wemby, je vois toujours deux, trois joueurs sur lui, et c'est aussi pour ça que son équipe écrase autant, c'est qu'il libère énormément d'espace. Peut-être que les autres dans la course au MVP libèrent autant d'espace, tu me le diras, mais je ne sais pas si c'est autant, comment dire, je sais pas si c'est autant visible, si c'est autant marqué que contre, ouais, que face à Wemby, parce que Wemby c'est vraiment énorme le marquage qu'il subit, donc peut-être qu'il marque pas autant offensivement, mais ça s'explique peut-être par cela. Donc euh, voilà, tu répondras à ma question. Oui, bah pour te répondre, les quatre joueurs que je t'ai cités, j'inclus Wemby, se font constamment cibler en défense, voilà. Mais les deux qui se démarquent au scoring, c'est plus Shai et Luka qui arrivent à trouver des solutions totalement absurdes. Et Jokic, comme Jokic, c'est un pivot, il est beaucoup plus imposant, beaucoup plus costaud. Il joue un différent rôle, un différent poste. Et c'est un excellent passeur. Et ça, c'est un truc de dingue. Je crois qu'on se rend pas compte. C'est sa deuxième saison d'affilée où il fait un triple-double de moyenne durant la saison. Il va peut-être pas être MVP. Je sais que Arthur, il nous dit, il nous avance cet argument maintes et maintes fois en off quand on parle de NBA. Et oui, on est totalement d'accord. De toute façon, je pense que là, nous, on n'aura pas les réponses et je pense que les votants n'auront pas la réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse dans ce classement. Les quatre joueurs sont exceptionnels. Ils sont voilà, c'est les quatre meilleurs joueurs de la ligue. Honnêtement, il n'y a même pas de débat. Il y a personne qui s'assoit à leur table. Ils sont tout seuls dans leur monde. Maintenant, voilà, ça fait aussi plaisir de voir Victor Wembanyama, un Français, incarner voilà ce renouveau du basket français. Il va aussi devoir porter son équipe en NBA, mais aussi la France dans les tournois internationaux parce que il a cette volonté d'aller chercher des titres, d'aller battre les États-Unis derrière. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir un joueur si jeune afficher si tôt ses ambitions. C'est vrai que ça manque en France. Et voilà, je fais la petite passerelle, la petite transition. C'est un peu les deux figures de proue en ce moment avec notre Français, notre tennisman Arthur Fils qui affiche également une mentalité similaire. Et je ne sais pas si tu voulais ajouter un dernier mot sur la NBA, mais je pense qu'on peut basculer sur la preview de ce match qui aura lieu d'ici une bonne 4h30 maintenant, à 20h heure française. Arthur Fils contre Jiří Lehečka pour une première finale de sa carrière en Masters 1000 Zephyr. On va vous faire un peu la preview dans cette fin de vidéo. Le parallèle est sympa, Elias, puisque je viens de vérifier, les deux joueurs ont le même âge. Ils sont tous les deux nés en 2004. Et bah, apparemment, c'est une génération qui nous réussit plutôt bien, parce que les deux sportifs dont on parle le plus en ce moment sont tous les deux, du coup, Arthur Fils et Victor Wembanyama, nés en 2004. Donc oui, tu parlais d'individualité française dans le sport, c'est quand même fou. On a Mbappé qui est le meilleur joueur au foot, peut-être du monde en ce moment. On a Wemby qui est un des meilleurs joueurs du basket. On a Fils qui est sur une forme éblouissante au tennis. On a du biathlon où on est les rois aussi presque du biathlon. Donc c'est super de voir autant de sports français à un tel niveau. On peut rajouter aussi le ping-pong avec Félix Lebrun. Donc vraiment, soyons très très fiers d'être français pour le sport notamment en ce moment. Donc oui, Arthur Fils, qui joue Jiří Lehečka, il a joué quand même deux fois, il me semble, en moins d'un an. Il avait joué à Toronto, c'était son deuxième match après sa reprise lorsqu'il avait essayé de reprendre en août
après sa blessure au dos. Il avait perdu assez nettement, il avait déjà de nouveau mal au dos lors de ce match, mais il a affronté à Doha il y a un mois de ça, et quand même Arthur Fils était sur une super forme, il avait gagné 2-7-0, j'ai plus le score précis en tête, je vérifie ça, j'aurais dit 6-3, 6-4, Elias. 6-3, 6-3, je Ok. crois. 6-3, 6-3, quelque chose comme ça, un ou deux breaks par set. Arthur Fils qui nous avait montré une très très bonne prestation avant d'aller défier Jakub Belsik et de gagner. Donc voilà, Arthur Fils qui a les armes pour battre les Eka et qui s'avance en favori Elias quand même dans cette confrontation. Ouais, totalement, totalement. Voilà, de par leur dernière confrontation, on rappelle, je l'ai redit hier dans la vidéo, mais on le rappelle, hein, les deux joueurs ne se sont pas fait briquer du tournoi, donc on espère que ça va pencher aussi en la faveur de notre Français. Mais voilà, Arthur Fils qui est en pleine confiance, le petit jour de repos après ce match totalement dingue contre Tommy Paul va aussi lui faire du bien. Et voilà, les autres sont en train de s'entretuer dans l'autre partie du tableau, voilà, avec Zverev et Sinner, une autre grosse demi-finale. Donc on espère que le Français va pouvoir se hisser en finale pour pouvoir enfin se mesurer face à un top 3, ce qui lui ferait énormément de bien et ce qui pourrait lui donner énormément de confiance. On sait que ça va pas être facile la demi-finale. Voilà, les HK aussi envie de se prouver à lui-même il peut accrocher une finale en Masters 1000. Mais moi, je vois, comme tu le dis, le Français en favori pour aller s'offrir une finale à Miami, un tournoi qu'il aime bien, et derrière entamer la saison de terre battue avec le plein de confiance pour nous faire rêver à Roland Garros. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère de la part de notre Français. Et s'il continue sur cette lancée avec un tel niveau de confiance, honnêtement, je pense qu'il peut aller très très haut. Et de toute façon, on vous fera le débrief ici dans la zone sport si Arthur Fils va très loin et s'il arrive, pourquoi pas, à créer l'exploit jusqu'au bout. Oui, puis dans tous les cas, contre Jerry Leka, là, à court terme pour le match de ce soir, je le vois plus puissant, plus dynamique qu'un Leka sur ce tournoi. On a vu quand même Leka galérer à gagner l'Andalous dans la fin de deuxième set, qui était un peu sorti de nulle part, l'Andalous et l'Espagnol. Donc Arthur Fils quand même, malgré le fait qu'il ait joué autant de temps, comme ce nouveau format de Master 1000 est très long, il offre beaucoup de repos aux joueurs, et je pense qu'Arthur a pu reposer, qu'il est frais comme un gardon physiquement, parce que le format, puis même il a un début de saison qui avait été allégé parce qu'il avait préféré prendre du temps. Et maintenant, je vois Arthur Fils, physiquement, il a l'air très 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 solide. On l'a vu contre Tony Paul. Et mentalement, bah ça suit, hein, mentalement, il a été plus que solide. Donc je vois pas, en plus les cas, on sait que mentalement, il peut se frustrer, un peu rager. Donc je vois pas où et comment les cas pourraient embêter réellement Fils sur la durée. Donc voilà, on voit Fils s'avancer en favori sur ce match. De l'autre côté, on a un Sinner qui est un peu moins fringant quand même, juste sur l'autre demi-finale, qui va jouer contre Zverev. Contre Zverev qui a gagné 6-1, 6-1, je crois, contre Cerundolo au tour précédent. Donc ça nous promet une très très belle confrontation aussi. Et une fin de Master 1000 de Miami palpitante. Donc bien sûr, on vous tiendra au courant dans le sport. Et on se dit à très très bientôt. Voilà. Bon week-end. À bientôt, Bon week-end et beaucoup de bon sport. week-end et Dimanche soir, l'équipe de France à voilà. suivre. Exactement, et on fera le débrief ici dans la zone sport. Donc abonnez-vous, likez, commentez, voilà. Ça nous fait toujours plaisir de voir vos retours si jamais vous avez besoin de réagir. Donc à bientôt, à ce week-end et ciao Zéphyr, passe un bon vendredi. Bye.